Et je voudrais remercier aussi Madame Le Prado-Madol, parce que si... Le sujet, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, mais donc on me l'a imposé. Et si j'avais eu ce sujet-là à l'école de guerre, je ne suis pas certain que j'aurais réussi. Voilà. Donc, parce que c'est un sujet qui, finalement, est extrêmement difficile. Il est difficile parce que nous, comme militaires, on parle plutôt d'efficacité opérationnelle. Et donc, tout tourne autour de ça. Alors, dans mes propos, vous allez voir un petit peu de pessimisme. De l'optimisme aussi, mais un petit peu de pessimisme. Parce que nous, notre horizon, c'est le 93. Donc, c'est-à-dire notre horizon, les opérations d'aujourd'hui, c'est quand même un milieu extrêmement violent et de plus en plus violent. Alors, nos anciens ont connu ça. Les armées d'aujourd'hui renouent avec ça. Et donc, évidemment, c'est-à-dire la conception qu'on a des valeurs, eh ben, elle est directement issue où il y a une maturation qui se fait dans les opérations. Il y a une maturation qui se fait à travers les impératifs opérationnels. Et forcément, ça peut sonner un peu différemment de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Donc, je m'excuse si parfois certains de mes propos peuvent vous heurter, telle n'est pas mon intention. Mais je serai quand même... Et je vais essayer d'être le plus fidèle à ce que pensent nos soldats aujourd'hui et à la façon dont ils le ressentent, ces valeurs, au fond d'eux-mêmes. Donc, vous attendez à ce que je parle de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de non-discrimination, parce qu'on a reçu un texte récemment de Mme Lebranchu nous demandant de mettre ça en œuvre dans les armées. Alors que moi, j'aurais envie de vous parler de courage, de justice, de dévouement, de fidélité, d'obéissance. Donc vous voyez tout de suite à travers ce propos liminaire que pourquoi le sujet était difficile à aborder conceptuellement. Puis à travers ce propos liminaire, vous voyez bien qu'il y a une petite ambiguïté sur la façon dont je considère les valeurs. Donc je vais essayer de lever d'emblée cette ambiguïté, mais elle rejoint un peu celle du professeur par certains côtés. Donc on peut distinguer les valeurs droits. C'est vrai que quand on regarde liberté, égalité, fraternité, c'est inscrit dans des textes réglementaires, dans des textes de droit, etc. Donc c'est un droit. Voilà. Alors que nous, on aurait tendance à essayer d'en tirer davantage la notion de valeur-devoir, ce qui rapporte au bien commun. Je prends volontairement le mot bien commun. Je ne vais pas le définir philosophiquement, je vous rassure. Mais quand on était en école d'officier ou actuellement dans les régiments, on a ce qu'on appelle les TIG. Donc les travaux d'intérêt généraux. Voilà, les travaux d'intérêt généraux, c'est garder les locaux propres. Voilà, donc c'est se lever tôt le matin pour nettoyer les douches, etc. Donc si vous voulez, c'est pour ça que le terme intérêt commun, intérêt général, on a tendance à le modifier vers bien commun, qui fait quand même appel à un élan supérieur que simplement prendre son balai, ce qui est déjà pas mal, et faire en sorte que les locaux soient propres. Voilà. Donc si je devais répondre d'une manière lapidaire à la question, je vous dirais les armées, mais je parlerai pratiquement exclusivement de l'armée de terre. Donc je vais dire l'armée de terre intègre les valeurs de la République en ne les prenant que dans leur acception valeurs-devoir, ou, si je vais jusqu'au bout du raisonnement, valeurs-vertus. Car ces valeurs visent non seulement à satisfaire les intérêts de chacun, mais à aller vers le bien, qui est la finalité même de notre action. Un bien qu'on ne détermine pas nous-mêmes, mais qui nous est, demandé ou imposé par le gouvernement français, par l'État, qui n'intervient pas de notre propre initiative sur un théâtre, au même titre que la finalité de nos interventions ou que nos missions, on ne se les fixe pas nous-mêmes. Voilà. Pour commencer mon intervention, je voudrais fixer succinctement, mais vous allez voir, c'est important, le cadre général de l'action de nos soldats aujourd'hui. Donc je vais vous faire un peu l'opulence de rappeler que le métier de soldat et le rôle des armées, c'est la guerre. Donc le président a quand même rappelé que la France était en guerre, alors on peut discourir tant qu'on veut là-dessus, mais enfin, le métier de soldat, c'est la guerre. La guerre est un mal consistant à un affrontement violent entre deux volontés antagonistes. Donc quand le métier d'un soldat, c'est de faire la guerre, on observe d'emblée qu'il est difficile de s'accommoder des valeurs liberté, égalité, fraternité, parce qu'on pourrait considérer que faire la guerre, de toute façon, c'est par essence liberticide, c'est par essence antifraternel, etc., etc. J'observe également que, je l'ai dit en introduction, une augmentation significative de la violence sur nos théâtres d'intervention.
Alors vous allez dire comment je le mesure. Je le mesure que dans cette salle, il y a quand même certains militaires qui ont connu les opérations. On va dire pendant un certain temps, c'est nous qui avions l'initiative. On se baladait partout au Tchad, on se baladait partout au Mali, on se baladait partout en Centrafrique. C'est nous qui avions l'initiative. On faisait des patrouilles profondes. Comme chef de section, nous, on pouvait partir avec 30 bonhommes de N'Djamena à Faya-Largeau, mettre 4 ou 5 jours pour traverser l'arc du Rab. Et puis, si on avait besoin de quelque chose, un avion nous larguait une pièce de rechange, un moteur, etc. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Dans aucun des pays que j'ai cités, dans aucun des pays où on peut se balader en toute liberté aujourd'hui, c'est encore possible parce que vous représentez une cible et qu'aucun d'entre vous ne peut aller librement dans les pays d'Afrique que j'ai cités, faire ce qu'on faisait il y a 20 ans, sans se mettre très significativement en danger. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la violence, elle augmente parce que nos adversaires, ils viennent nous chercher. Alors, je vais prendre l'exemple de l'Afghanistan. L'Afghanistan, vous sortez d'une base française, vous faites 300 ou 400 mètres, on n'y est plus, on était pris à partie. Pris à partie pour tuer, pas pris à partie pour nous faire baisser la tête. Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, notre adversaire, lui, ce qu'il veut, c'est nous tuer. Et il veut nous tuer parce qu'il sait que ça aura un ressentiment sur l'opinion publique, sur la prise de décision. Voilà. Et ça, je vous donne un autre exemple très récent, dont je commandais l'opération Sangaris. Les Centrafricains, au début, ils mettaient les pièges à ras du sol. Puis ils ont compris qu'assez rapidement, à ras du sol avec un véhicule blindé, on pouvait aller dessus, ça ne posait pas de problème. Ils mettent les grenades à hauteur de tête. Donc quand la grenade saute, elle décapite le soldat qui est juste sur la tape. Voilà. Il y a 20 ans, quand ils nous attendaient, c'était un autre mode d'action. Ils prenaient des chambres à air, ils se mettaient entre deux arbres, ils prenaient un caillou et ils faisaient des lance-pierres géants avec des chambres à air entre deux arbres et un gros pavé. Ça fait mal aussi, mais on a quand même changé de nature. Donc je pourrais multiplier ces exemples, vous allez voir, après je vais en donner d'autres. Donc la caractéristique, c'est une augmentation significative de la violence sur notre théâtre d'intervention. Et malheureusement, on voit bien à travers les modes d'action actuels qui est en train d'arriver chez nous. Je vous rappelle quand même que un mode d'action normal de nos adversaires djihadistes, c'est d'avancer jusqu'à se faire sauter. Le mode d'action, c'est pas de se faire sauter pour faire le maximum de pertes. C'est d'avancer en combattant jusqu'au moment le plus opportun de se faire sauter pour là, qui est vraiment le maximum de pertes. Voilà. Et ce mode d'action qu'ils ont sur leur théâtre à eux, ils l'exportent chez nous. Et ce mode d'action qu'on pensait contenir à la bande sahélo-saharienne, on la retrouve aujourd'hui au Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont été en Côte d'Ivoire auront du mal à imaginer, il y a 2 ans, vous pouviez aller au Grand Bassam sans aucune difficulté. Voilà. Notre ennemi adapte ses procédés de combat pour contourner notre supériorité. Un chef rebelle pas très fréquentable, j'étais quand même obligé de fréquenter, qui s'appelle Al-Khatim, qui était la clé pour maintenir le nord de la Centrafrique calme. C'est-à-dire si cette personne se dissociait des autres, le nord de la Centrafrique accepterait les élections, c'est ce qui s'est produit. Il fallait le convaincre d'arrêter de combattre et pas le convaincre uniquement en tuant tout le monde. Je reviendrai sur la maîtrise de la violence plus tard. Donc, et il me répond, il me dit de toute façon, en général, on fera ce qu'on veut parce que vos soldats, ils n'oseront pas mourir pour la Centrafrique. Voilà ce qu'il me répond. Bon, je lui dis manque de peau. J'anticipe un peu sur l'exposé de cet après-midi. Je lui dis manque de peau, ce sont des légionnaires, ils mourront pour leur chef. Et pour la cause que je leur dirai. Donc il a dit bon d'accord. Et après on avait d'autres méthodes pour l'inciter un peu plus de prudence. Mais voilà le registre sur lequel il jouait. Je vous donne des exemples précis, mais je pourrais les multiplier. La guerre asymétrique, qui consiste à contourner notre technologie et à aussi continuer nos modes d'action. 2 exemples qui vont faire bondir les dames dans cette salle. La manifestation dans Bangui, rideau de soldats, on nous balance un bébé vivant, jeté par-dessus les troupes. Le soldat pèse son arme, ramasse le bébé pour qu'il ne soit pas blessé, et là, jette grenade. Voilà. Le lycée Boganda à Bangui, 2 blessés graves. Parmi les forces de la MINUSCA, ils tiraient du lycée. Voilà. Ils tiraient du lycée. Donc évidemment, on ne riposte pas. Ils tiraient dans le tas du lycée. Franchement, aucune retenue. Voilà.
guerre asymétrique. Et je terminerai par l'objectif de tout ça, il est quand même anthropologique. C'est-à-dire, c'est quand même changer mode de société. Ils veulent nous imposer un autre mode de société, un autre mode de vivre, une autre laïcité, etc. etc. Donc, je ne reviens pas sur tout, c'est là où il y a des liens entre l'exposé précédent et le mien. Voilà, donc son objectif, il est anthropologique, donc on ne le déracine pas comme ça. Donc vous voyez qu'à travers le cadre que je viens de fixer, le soldat se pose quand même un certain nombre de questions fondamentales. Donc confrontés à cette violence, ben, nos soldats, ils peuvent être tentés par le dégoût, ça arrive, parfois une remise en cause charnelle, et là on a quand même ce qu'on appelle les stress post-traumatiques, c'est un blocage, par la vengeance. Les militaires dans cette salle savent qu'arrêter l'ouverture du feu dans une phase où ça tire de partout, il faut insister, hein, la vengeance. Quand il y a les soldats blessés en Afghanistan, par exemple, sur l'affaire d'Ouzbin, il valait mieux calmer les soldats que de leur dire « allez-y, allez-y hein », parce qu'ils auraient été prêts à dessouder tout ce qu'ils trouvaient devant eux. Donc ça, voilà tout ce qui... pulsions et les passions qui ressortent de nos soldats. Et pourtant, ce qu'on peut retenir des opérations de l'armée française aujourd'hui, c'est la discipline du feu, donc la maîtrise de la violence. Par exemple, il y a le nombre de fois où on est pris à partie, où on ne riposte pas, parce que d'abord on estime que ce n'est pas utile, et ensuite on prendrait trop de risques à riposter par rapport aux populations civiles, ou par rapport à des dommages collatéraux matériels. Mais quand vous avez un pays qui n'a rien et que vous détruisez le grenier à grains, ils n'ont plus rien que rien. Donc cette maîtrise de la violence, le dévouement, vous n'imaginez pas, enfin j'espère que si, mais vous ne pouvez pas imaginer la somme de dévouement des soldats de toutes conditions, de toute extraction, et parfois quelqu'un qu'on n'aurait pas deviné être comme ça avant, hein, dans l'armée française aujourd'hui. Et ce qui me fait dire qu'en lisant on m'avait offert un gros livre sur la conquête coloniale, bon, c'est la conquête coloniale, mais c'est quand même un peu du Jules Ferry derrière, et qui, dans l'intitulé du livre, c'était l'humanisme à la française, voilà, qui était fait sur le respect des coutumes, le respect des gens, ne pas passer en force, n'utiliser la force qu'en dernier recours, etc. C'était quand même une longue école, à la fois de pratique, de droit, de philosophie française, etc. Voilà. Donc, je peux témoigner, par exemple, qu'à Sarajevo, si on avait riposté à chaque fois qu'on était pris à partie, on aurait évité bien des morts et bien des pertes chez nous, mais on en aurait fait bien d'autres inutiles en face. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit actuel de l'armée française. Donc, vous voyez que quand je vais en arriver aux valeurs, elles sont façonnées de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de témoignages, et donc je n'ai pas cherché à conceptualiser en allant chercher dans les textes, etc., ce qui est dit, parce qu'il y a une réflexion doctrinale, une réflexion philosophique sur ces valeurs dans l'armée française, ça c'est évident. Donc j'en arrive donc à mon lien avec le sujet. Quelles valeurs nous permettent d'en arriver là? Tout ce que j'ai décrit, cette maîtrise de la violence, ce dévouement, comment on en arrive là? Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais je dirais qu'en fait, elles sont issues de deux choses. La première chose, une haute idée de la dignité humaine, ça peut surprendre, et la deuxième chose, c'est la conception qu'on a du métier des armes pour se mettre au service de cette cause. Alors vous allez me dire comment je vais définir la dignité humaine. Je ne vais pas le faire, mais je vais développer deux points qui serviront de définition. Le premier point, c'est comment on conçoit la liberté. Hein. Avec à travers tout ce que je vous ai dit, vous voyez bien qu'on a constaté sur les théâtres tout ce que la liberté sauvage, entre guillemets, était capable de faire. Donc c'est un bon thème de philosophie, parce que quand vous croisez le matin un maire de village qui vous tient un discours, un instituteur, qui vous tient un discours parfaitement structuré, pacifiant, et que le soir, vous l'avez attrapé avec un collier d'oreilles autour du cou, ça, on dirait, comme on dirait en langage moderne, ça interpelle. Et donc, évidemment, on peut quand même, quand on dit, bon ben, chacun fait ce qu'il veut dans la mesure de la loi, le soldat va se dire, bon, il faut qu'on aille un peu plus loin et qu'on trouve
d'autres déterminements de cette liberté. Donc on va dire que nous, par essence, la vision juridique qui est tout à fait, qui est absolument nécessaire, parce qu'on part de là, elle est complétée par, je dirais, un aspect moral qui est un peu rapporté soit au collectif, soit au fruit lui-même de l'exercice de cette liberté. C'est extrêmement empirique, mais quand quelqu'un vous dit « je suis chef de village, dans mon village, les chrétiens, les musulmans sont traités d'une manière juste, il y a une école, ceux qui n'ont plus rien sont nourris par le village. La solidarité à l'africaine, c'est quand même, parfois ça pourrait nous donner certains exemples. Bon. Et quand on voit que c'est en pratique, on se dit, voilà, les fruits sont bons, veuille ou non. Ne me demandez pas de définir ce qui est bon ou mauvais, mais les fruits sont bons. C'est-à-dire les gens sont plus heureux, plus épanouis, et les fruits sont bons. Voilà, donc on peut quand même se dire que dans la liberté, dans son exercice derrière, en fonction de l'habillage, je dirais, éthique, pour reprendre l'expression, mais j'oserais dire aussi moral, parce qu'il faut que parfois ça soit prescriptif. Eh bien, les fruits sont bons ou amers. Voilà. Donc la liberté pour le soldat est le moyen de se diriger vers une finalité qui est le bien. Voilà. Donc je ne définis pas le bien parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, puis après s'il y avait des philosophes dans la salle, des sociologues, etc., ils pourraient m'opposer forcément plein de définitions contraires. Donc ça serait pas forcément, c'est pas l'objet de mon propos, puis ça serait pas utile, et je serais certainement pas de taille à discuter. Mais le bien, en ce sens que les valeurs collectives et que le collectif est quand même renforcé, et que les critères de la paix, il y a un certain ordre, certaines vies stabilisées, soient en place. A contrario, vous voyez, la meilleure façon de dévoyer une intelligence et des capacités, c'est de poursuivre une cause qui est mauvaise. Je vais vous donner un exemple. Les ministres centrafricains avec qui j'étais en relation, on va dire toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, j'étais 2-3 jours sur le terrain, soit avec les rebelles, soit avec les forces de l'ONU, et de toute façon, plusieurs fois par semaine en relation avec le gouvernement de transition centrafricain. Quand vous amenez les ministres centrafricains, qui sont tout à fait formés, il n'y a aucun doute sur leur compréhension des choses. Aucun doute. Alors, on pourrait dire, on a pris quelqu'un qui n'avait aucune formation, etc. Et, bon, ce n'est pas le cas. Et qu'il détourne, lors de la mission, tout l'argent que lui a donné la présidente pour un projet éducatif, qu'il le fait, mais sans le moindre état d'âme, en disant « c'est normal », parce que la prévarication et la prédation fait partie de notre mode de gouvernance, vous dites quand même une intelligence et une compréhension si fine des problèmes qu'ils avaient et un tel dévoiement dans l'application pratique interroge quand même sur comment utilisez-vous, là, je parle de liberté, mais quelle conception avez-vous de la liberté? Voilà. Le deuxième point que je développais à la liberté, c'est la justice. Donc c'est là une nouvelle fois, je m'inscris en miroir. Donc, et je confirme que c'est dur de juger. C'est un soldat, un chef de corps, par exemple, donc un colonel qui est à la tête d'un régiment qui est de, on va dire, 1000 hommes. Les cas disciplinaires de nos soldats, il y en a à l'appel. Il y a des cas simples, manquement au devoir, manquement à la probité, il y a des cas très simples. Puis après, il y a des cas qui sont beaucoup plus compliqués, tous les cas sur, par exemple, un ordre qui n'a pas été exécuté, ou une remarque fait à un supérieur, ou voire une brutalité envers un supérieur. Donc tout ce qui touche un ordre qui n'a pas été exécuté, dans des conditions, si y a des doutes, c'est que les conditions n'est pas forcément claires. Ou à la fois un rapport à l'autorité, eh ben, on ne peut pas se contenter de mettre la chef a raison, donc si le chef a dit que tu lui avais répondu, donc tu as répondu, donc tu es puni. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment dur de juger, parce que des fois c'est vrai, et des fois c'est pas vrai, et donc des fois il faut aller contre le système lui-même, qui est forcément hiérarchisé, qui est aussi une façon de se protéger, dans le cadre opérationnel, on va dire. Dans le cadre de la justice,
Ben, la justice, c'est la justice. Et le soldat, au fond de lui-même, il sait ce qu'il a fait et pas fait. Donc il y a aussi des soldats qui nous mentent. Voilà. Donc il sait ce qu'il a fait et pas fait. Et le groupe sait si le chef, il a vu ou pas vu. C'est-à-dire s'il s'est fait embobiner ou s'il a tranché justement. Voilà. Donc juger, la justice, c'est une valeur très forte. Ce qui m'amène à dire que je la rangerai au rang des vertus cardinales. Parce que j'ai constaté quand même un chef absolument pas charismatique. C'est un chef pas charismatique, c'est un gros pénible. Ça, c'est... Je ne vous fais pas de dessin. Donc, un chef absolument pas charismatique, s'il est juste, ça passe. C'est pas grave. Alors, si vous avez un injuste non charismatique, ça se termine forcément mal. Et l'institution ne donnera pas toujours raison c'est pas toujours le principe hiérarchique qui va s'appliquer, quoi. C'est-à-dire, si le chef commet une faute et que ça marche mal en dessous, il va être responsable. Voilà. Totalement responsable. Donc, c'est-à-dire, cette justice vue comme ça, c'est une valeur forte. Mais si je vais encore plus loin, il y a deux choses qui sous-tendent ça. La première chose, c'est le besoin évident de reconnaissance. Donc, ce professeur vous a parlé de justice distributive, commutative. Donc, là, ce sont des valeurs qu'on partage, ou des définitions qu'on partage. Donc, il y a cette reconnaissance de besoin, le besoin à travers les récompenses, dire à quelqu'un, on sait que tu as fait plus, et donc on le signale. Au même titre qu'on a le devoir inverse de justice, comme dirait Bossuet, un chef faible est toujours injuste. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet une faute, si on ne la sanctionne pas, eh ben, grosso modo, on suggère à tous ceux qui font bien leur travail que c'est pas grave. Tout le monde a le droit à la même voix au chapitre, quel que soit son niveau sa performance dans le travail ou le cœur qui met à l'ouvrage. Voilà. Donc les gens ont besoin d'être reconnus à leur juste valeur. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que pour donner sa vie pour son pays, alors les officiers c'est un peu différent, parce que moi je donne les ordres. Donc pour donner sa vie à son pays, ce soldat quand même, il se dit, bon, il faut que la cause en vaille la peine, il faut que la cause soit juste. Alors Dieu merci, c'est-à-dire que comme on ne détermine pas nous-mêmes nos missions, etc., c'est-à-dire il n'est jamais arrivé, je pense que dans cette salle, aucun des militaires présents pourra dire le contraire, il n'est jamais arrivé qu'on soit obligé d'intervenir avec un doute au fond de soi-même en disant c'est vraiment totalement nul et injuste. Voilà. Donc nos soldats, ils suivent. Mais j'avais à Bangui, par exemple, sur les opérations les plus dures, à l'état-major, quand certaines personnes extérieures, le représentant des Nations Unies, etc., l'ambassadeur de France me demandait de faire une opération à un autre endroit ou différente de celle que je voulais mener, et que je savais que j'engageais la vie de mes soldats, je lui disais pour plaisanter, j'ai dit, ici, après Dieu, le seul qui a une idée de l'heure du rendez-vous, c'est moi. Parce que quand je commande l'assaut, quand je dis bon, maintenant vous y allez, il y a eu des actions de feu très violentes, quand je dis ok on y va, eh ben, je ne suis jamais certain que derrière tout le monde va revenir. Heureusement pour nous, on n'a eu que des blessés, mais on a connu des morts en opération. Donc la responsabilité est énorme, et à l'envers, le soldat il le fait parce qu'il sait que son chef est juste dans sa façon de juger les choses, juste dans sa façon de réagir, juste dans sa compréhension, et juste dans sa façon de s'adresser à lui. Alors je vais aller un peu plus loin. Je parlais tout à l'heure d'une autre conception du métier des armes. C'est qui était le deuxième volet de cette partie. La fraternité. Voilà, donc je ne vais pas trop la développer parce que je pense que le colonel Lachaise va la développer à la Légion. Cette notion de famille, il y a un article du Légionnaire qui dit chaque membre d'un considère comme ta famille. La notion frère d'armes. Voilà, par exemple, il y avait une excellente série américaine sur le débarquement de Normandie qui s'appelait Frères d'armes et qui est à la fois extrêmement réaliste sur le plan militaire et extrêmement réaliste sur le plan de l'anthropologie militaire ou de la sociologie militaire. Frères d'armes. Voilà. Donc l'importance du groupe primaire, les sociologues ne diront pas le contraire, et de sa cohésion, dont témoignent deux récits. Le premier, l'infirmier du 2e REP, 2e régiment étranger de parachutistes, lors de 12 Bin en 2008, blessé une première fois, sort de la zone de feu, donc il aurait pu s'en sortir, lui, assez vivant, remonte dans la zone de feu, alors qu'il était blessé, pour soigner ses copains qui, eux,
certains ne pouvaient plus se déplacer parce qu'ils étaient grièvement blessés et tués en soignant quelqu'un. Premier exemple. Deuxième exemple, et c'est ce légionnaire, hein, c'est un caporal-chef, c'est un illustre inconnu. Vous le croisez dans la rue, vous direz pas c'est Rambo, Superman, ou un illustre inconnu. Deuxième exemple, lors des combats de Sibut, c'est environ on va dire à 2 heures au nord de Bangui, 2 heures de piste au nord de Bangui, de route au nord de Bangui, un accrochage totalement fortuit avec un gros groupe rebelle, donc à 30 contre 150 à peu près. Dans les herbes à éléphants, donc vous voyez rien, ça tire de partout. Le radio se met devant le lieutenant, mais au moment où ça tire, le radio passe devant le lieutenant et se met devant son lieutenant en disant « si vous êtes mort, nous on est mort ». Donc protège le lieutenant. Ça s'est passé il y a 3 mois. Voilà. C'est pareil, le radio, si je vous le présente, je le mets en civil ici, vous verrez absolument rien du tout comme différence avec les jeunes que vous côtoyez au quotidien. Voilà. Donc si vous voulez, je n'insiste pas sur cette notion de fraternité, du vivre ensemble, etc. En plus, il faut que je rattrape un peu de temps. Le deuxième, c'est la fidélité. Excusez-moi, je fais quand même un peu tour en arrière sur la fraternité. C'est quand même, l'armée de terre a développé beaucoup de choses au profit de nos blessés, des familles endeuillées, etc. Terre Fraternité, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Enfin, il y a vraiment une prise en compte, je dirais, militaire, institutionnelle, avec plein d'acteurs extérieurs, des blessures psychologiques, physiques, des familles endeuillées, etc. Il y a une vraie prise en compte. Alors après, on peut toujours critiquer, mais la réalité est bonne. C'est-à-dire que l'intention est droite, et de temps en temps, il y a des trucs qui ne sont pas faits comme il faudrait, mais certes, mais l'intention est bonne. Voilà. Je ne développe pas plus, parce que je pense que tu parleras de la Solidarité Légion, qui est quand même un exemplaire en ce sens. Donc le deuxième point que je voulais développer sur la haute conception du métier des armes, c'est la fidélité. C'est la fidélité, et j'emploie volontairement le mot fidélité et pas le mot résilience. Sur certains drapeaux, il y a marqué honneur, patrie, sur certains endroits, valeur, discipline. Il y a d'autres drapeaux des régiments de Légion, par exemple, où il y a marqué honneur, fidélité. Voilà. Donc je suis assez centré Légion parce que ma brigade a des régiments de Légion, des régiments de troupes de marine, et que j'ai moi-même qu'on est un régiment de Légion. Donc, comme je vous ai dit que je faisais un témoignage, évidemment, je me rapporte à ce que je connais plus que déduire des choses que je ne connais pas. Voilà, donc honneur, patrie, honneur, fidélité, ça renvoie quand même un peu, et là, peut-être un peu moins en miroir, entre la gloire et la honte. Bon, on pourra en reparler, mais finalement, c'est qu'une question de définition. Il y a donc honneur, fidélité. Mais derrière tout ça, si vous voulez, ce que je veux traduire, c'est cette capacité à faire un tout petit peu plus. Alors parfois on dit à conquérir la ligne de crête supplémentaire, à tenir un quart d'heure de plus. Je vous donne un exemple. Le groupement tactique qui a donné l'assaut dans la drare des Ifoghas au Mali, dans Mali. Il faut imaginer l'environnement. Peut-être certains connaissent. Ceux qui, à 20 ans, auraient eu la chance de pouvoir faire la transsaharienne en moto, avant que ça soit totalement définitivement impossible. Voilà. Donc c'est un tas de cailloux, des cailloux partout, pelés, des infractuosité avec des grottes ou des infractuosités plus simples partout. Les chaleurs 45, 40 thermomètres, donc ressentis quand vous crapahutez avec 40 à 50 kilos, ça. Le nombre de coups de chaleur. Coup de chaleur, c'est un. Je ne sais pas s'il y a des médecins à la salle, mais c'est quelque chose de très grave. Ça peut se terminer par la mort, un coup de chaleur, si ce n'est pas traité tout de suite. Le nombre de coups de chaleur. Vous alliez parfois jusqu'à 40% d'une unité qui était quasiment en état de coup de chaleur. Voilà. Et les rebelles, le seul moyen d'aller les chercher, parce que s'il y a eu un vrai succès à ce moment-là, c'est que nos camarades djihadistes étaient persuadés que jamais on oserait entrer dans la drare des Ifoghas. Et donc il y avait un seul moyen, il y avait 2 moyens d'entrée. Est-ouest, c'était un grand couloir avec du sable pour entrer en véhicule, etc. Les Tchadiens ont essayé, ils ont eu une quinzaine de morts. Ou nord-sud, et là il fallait accepter de crapahuter pendant plusieurs jours dans les conditions que je vous ai décrites, et de combattre pied à pied. Au début, ils ont combattu en se disant ils ne passeront pas, ils n'oseront pas. Puis quand ils ont vu que ça continuait à cogner, petit à petit les lignes ont cédé, et après, au fur et à mesure qu'on s'enfonçait,
les combattants étaient moins aguerris et donc étaient plus à notre portée, puis après on a mis les moyens. Voilà. La compagnie parachutiste qui était sur le coup, avec 40% de coups de chaleur, pratiquement sans eau, crapahuté dans ces terrains-là, je ne vous explique pas l'état des équipements et des treillis à l'issue, c'est-à-dire on dirait l'armée de Bourbaki. Donc quand on lui a demandé de prolonger l'effort 24 heures de plus, ils ont dit on va le faire, et ils l'ont fait. Voilà. C'est ce que j'appelle la fidélité. Alors, quels sont les ressorts? Je ne suis pas capable d'étudier là les ressorts qui ont conduit à ça. Mais je me contente au moins de définir par un terme qui est quand même assez imagé et puis qui a quand même une certaine valeur, je dirais, pour le décrire, cet ensemble d'actes, de tensions, de forces qui ont amené à ce dépassement. Voilà, après, dans l'histoire militaire, je pourrais vous en citer plein, mais là, je vous prends volontairement des exemples récents. Donc, si j'en restais à ce que je viens de décrire, vous pourriez me dire, il manque l'égalité, la laïcité, la lutte contre les discriminations. Parce qu'en bon militaire, moi, vous me fixez un sujet, je prends les valeurs de la République, tel que c'est affiché sur les sites, et puis je les fais une par une. Je sais, on ne se refait pas. Donc je vais là plutôt vous parler, finalement, de parler de ça directement, la façon dont s'acquièrent et se développent les valeurs dont je vous ai parlé. Donc l'égalité pour le soldat s'inscrit dans son quotidien. Donc là, je vais prendre une image historique, comme ça je ne prends pas de risque. À Dien Bien Phu, le général de Castres, il est prisonnier comme toute la garnison de Dien Bien Phu, après avoir résisté, et lui comme tout le monde. Et il n'a pas eu de parachute doré. Et il a été dans les camps Viet Minh comme tout le monde. Et il a mangé sa ration de riz comme tout le monde. Et il a porté sa ration de riz avec son boudin dans le dos comme tout le monde. Et il s'est pris des coups de crosse comme tout le monde. Voilà. Donc il n'y avait pas de parachute doré pour le général Castres. Donc dans le système militaire, dans l'action, le chef, le dernier soldat, la ligne qui relie toutes ces personnes, elle est à vue, elle est visible. Le soldat, il voit son lieutenant, son adjudant, son sergent sur le terrain. Il voit son général sur le terrain. Il y a des endroits pour lesquels, d'ailleurs, son chef s'expose plus que lui. Mais souvent, le chef, il souffre la même température, il prend une tempête de sable comme tout le monde, il est avec lui. Donc, je ne développe pas plus, mais c'est pour plaisanter, il y en a qui disent le chef, il est avec. D'autres disent il est devant, bon, peu importe. En tout cas, je dirais, le chef, dans ce que je vous décris, il est au cœur de l'action. Et là, il y a quand même, je dirais, un vrai sens de l'égalité devant les risques qui sont pris, les conditions. Mais chacun a sa place. Je vous redonne un autre exemple, un radio. C'est-à-dire, après, il y a les différences, elles sont fonctionnelles. Un radio, donc il y en a ceux qui connaissent bien vont sourire, mais dans une section d'infanterie, le lieutenant, souvent, il a plein d'autres trucs à faire, donc il ne porte pas le café, il y a un certain nombre de choses qu'il ne porte pas, et traditionnellement, c'est le radio du lieutenant ou de l'adjudant qui fait le café. Alors, s'il y a des sociologues, ils pourraient très bien étudier d'où un truc pareil peut sortir, mais peu importe. Et un jour, un lieutenant, sortant d'application, se disant, moi, j'ai été formé en disant, de toute façon, on est tous égaux, machin, etc., il se dit, je vais transporter mon café, faire mon café moi-même. Ce que je vous raconte, toutes les histoires sont réelles, hein, c'est pas, j'ai rien brodé. Et le radio lui dit, donc il fait son café, croyant que ça allait impressionner sa section et que c'était très bien. Et là, le radio lui dit, mon lieutenant, il y a un truc qui ne va pas. Et il dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'était un régiment prestigieux, c'était le 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Donc le petit jeune lui dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, moi je fais le café et vous vous occupez de nous. Voilà. On ne peut pas dire mieux. Ensuite, ce qui nous amène là, c'est une solide formation. Qui est là, je vous rejoins à nouveau. C'est-à-dire que il y a des cours d'éthique. Dans les cours d'éthique, il y a beaucoup de cas concrets. Voilà. Dans toute la formation, à tous les niveaux de grade, tout est fait sous forme de cas concrets. Alors parfois, les cas concrets, on a la solution parce qu'on sait ce qui s'est passé derrière. Donc on prend des cas concrets qui ne sont pas désincarnés. Vous imaginez qu'avec tout ce que je vous décris de situation opérationnelle, on a des foultitudes de cas, et puis de situation au quartier, on a une foultitude de cas. Donc les cours d'éthique sont fondés sur une étude des cas concrets. Avant de partir à l'opération Sentinelle, aujourd'hui, on continue à former nos soldats sur des cas concrets. C'est parfois très concret.
Je vous donne un exemple. À la Tour Eiffel. C'est un cas réel, hein. Tour Eiffel. Des gens partent en courant en disant il a une arme, il a une arme. Le type au milieu, il se retrouve, tout le monde court, et lui, bon, c'est sûr qu'il avait une attitude bizarre, mais tout le monde part en disant il a une arme, il a une arme. Patrouille sentinelle qui est là. Sans policier à côté. C'est un bon cas concret. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, en l'occurrence, les soldats, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont mis un périmètre de sécurité. Ils ont isolé la personne. Ils lui ont demandé de lever les mains et de se mettre à genoux, de ne toucher à rien. Et après, ils ont levé ce qu'on appelle lever le doute. Il n'y avait pas d'armes. Donc, ils ont dit, c'est bon, vous pouvez y aller, et puis terminé. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien. Et après, de toute façon, la police agit assez vite derrière nous. Enfin, c'est quand même coordonné. Voilà, donc vous pouvez multiplier ça à foison, mais vous imaginez le risque qu'il y a derrière. C'est-à-dire si quelqu'un sort une arme d'airsoft, une réplique d'airsoft, on tire pas. Voilà. Donc ces cas concrets, ils font référence à des règles très, très claires d'ouverture du feu, mais derrière, il y a toute la façon dont on pratique les valeurs, c'est-à-dire tire pas, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la maîtrise du feu, la maîtrise de la violence. À partir du moment où vous pouvez le faire, ça nécessite un vrai discernement. Et les chefs ne sont pas toujours là pour dire aux soldats « tu fais ou tu fais pas ». C'est ce que certains appelaient le caporal stratégique. Par exemple, il y en a un tout seul dans son coin, et il peut soit créer une catastrophe, soit régler le problème. Donc ça nécessite une solide formation. Alors je ne reviens pas sur toute la formation, etc. Les cursus, ce n'est pas l'objet. Deuxième chose, c'est le style de commandement. Il y a plein de styles de commandement. Au même titre qu'il y a plein de styles de prof, je pense de pédagogique, etc. Plein de styles de commandement. Mais s'il y a une caractéristique commune des styles de commandement qui fonctionnent, après peu importe la façon dont ça va se mettre en forme, pour moi, c'est l'exigence et la bienveillance. C'est là où je dis qu'on est une armée à la fois extrêmement ancienne dans son mode de fonctionnement et extrêmement moderne dans la façon de le pratiquer. Voilà. L'exigence et la bienveillance. Parce que si vous n'êtes que bienveillant, à ce moment-là, je suis désolé de dire ça, mais si tout le monde a voix au chapitre, il y a un moment en opération, c'est totalement impossible. C'est-à-dire, si le capitaine, vous lui avez dit de déborder par la droite, il estime dans son fort interne que c'est mieux de déborder par la gauche, et qu'il le fait, ça peut être pire que s'il avait raison. Voilà. Je prenais l'exemple de Xénophon et Nanabase. Le modèle français, ce n'est pas le modèle électif où avant chaque bataille, ceux qui se sentent une âme de chef présentent leur plan d'action, sont élus chefs, et après rendent compte devant la troupe qui peut les interpeller comme ils veulent de ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais il y a quand même des phénomènes, on a quand même un système dans lequel le chef est responsable, donc il a des comptes à rendre. Voilà, des comptes à rendre. Donc quand il est exigeant, il a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre parce qu'il y a d'autres chefs qui contrôlent, il y a des systèmes d'inspection. Et puis quand il y a des morts en opération ou des blessés en opération, on nous demande comment on en est arrivé là, qu'on le veuille ou non. Et le politique aujourd'hui ne se satisfait pas, donc vous nous avez envoyé excusez-moi les termes, à la riflette, donc on y va, après il faut assumer. Non, il ne se contentera pas de ça. L'Afghanistan, par exemple, les pertes en Afghanistan étaient suivies très très près. Chaque fois qu'il y avait une perte en Afghanistan, égale conseil restreint, donc conseil restreint, je ne développe pas plus, mais enfin conseil restreint, c'est quand même le président de la République, le ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, enfin un certain nombre de membres de droit, puis après, le chef d'état-major des armées, et puis ils arrêtent une option. Voilà, chaque fois c'est arrivé jusqu'à figer les opérations, parce qu'on avait une perte qu'on ne pouvait pas expliquer. Et donc quand je dis on rend des comptes, les comptes qu'on rend, ils ont aussi un impact opérationnel, et c'est dont parfois on ne soupçonne pas les conséquences en cascade. Voilà, donc exigence, bienveillance. Donc je dirais, si je devais résumer, la bienveillance, c'est ce qui rend l'exigence aimable. C'est une façon de parler, c'est une façon de s'adresser aux soldats, c'est une façon de plein de petites choses. C'est-à-dire, ça va vous faire sourire, évidemment, mais si quelqu'un est en retard, que vous commencez à lui faire une leçon de morale en disant « t'es vraiment un abruti, dans l'armée, 7 heures, c'est 7 heures, c'est machin, etc. » Comme on dirait, vous allez lui prendre la tête, quoi. Si vous lui dites « écoute, si tout le monde fait comme toi, si vous rapportez le collectif, ça va être le souk, t'as demandé d'être à 7 heures, la prochaine fois, t'es à 7 heures, sinon t'es puni. » Voilà. Dit sur le ton sur lequel je dis, je vous garantis que les 4/5e des 9/10 des soldats, ils ne recommencent pas.
Un autre exemple. Il était courant de dire il faut faire confiance à personne. Ça, c'était d'autres armées. Faire confiance à personne. Au nom de toute façon, ce sont des bandits. C'est vrai qu'on a des soldats quelques-uns qui... Voilà. Donc, on a quelques bons bandits. Donc, c'est sûr que si on donne un chèque en blanc, il y a un moment, et que l'autre, il ne sent pas que quelque part, il y a un cadre, il va s'engouffrer dedans. Voilà. Donc, cet aspect-là, si vous voulez, de la confiance, peut nous amener à dire, finalement, il vaut mieux dire non tout le temps, se rapporter au cadre, se rapporter au règlement, et puis, comme ça, on sera peinard. Et alors que l'expérience vous montre que, moi, je vais dire que, allez, sur 10 cas, ou sur 10 fois où j'aurais dit à quelqu'un, ok, je te fais confiance, je vais vous donner un exemple précis après, je te fais confiance, il y en a 8 cas où ils m'ont rendu la monnaie. Et il y a 2 cas où ils se seront bien moqués de moi. Mais après, de toute façon, le système nous permet de les rattraper. Un exemple. Un sergent vient me voir et me dit, j'étais lieutenant, il me dit, mon lieutenant, il faut impérativement que je sois absent ce week-end. À la Légion, un sergent absent, c'était forcément un titre d'absence, etc. C'était impossible de le faire comme ça. Donc, grosso modo, il me demandait de couvrir couvrir le fait qu'on allait déroger au règlement. Parce que de toute façon, comme je me serais aperçu, il aurait été puni. Voilà, il me dit, et il me dit, cherchez pas à comprendre, il faut me faire confiance. Alors, parfois, la Légion a des mystères. Nos soldats, globalement, aussi quelques mystères. Donc, il me met en face de la confiance. Je lui dis, écoute, je vais te faire confiance, mais je ne vous dis pas le reste de la conversation. Il revient, lundi, pas de problème, etc. Le samedi suivant, il y avait un challenge régimentaire avec un footing en tenue de combat. Donc, ceux qui ont déjà compris en tenue de combat dans le camp des guerrilles à Nîmes savent que c'est un sport de masse intéressant quand même. Donc, le footing en tenue de combat. Mais ce sergent, je savais qu'il n'était pas très bon, c'était pas un bon coureur. Il termine dans les 10 premiers, il s'écroule, évacué. Voilà. Il était détruit, il était explosé. Voilà. Évacué. Bon, il était en condition physique, donc il s'en est bien sorti. Et donc après, je le reçois et je lui dis, mais t'es fou, quoi. Et il me dit, j'avais une dette à vous payer. Voilà. Un point, puis après je termine. L'armée française postule qu'on s'élève par l'effort. Voilà. Et que la nature humaine progresse en respectant certaines règles. Alors ça va en choquer dans cette salle. Mais si on ne postulait pas ça, à quoi ça sert de s'entraîner ? C'est-à-dire, comment je fais pour apprendre à un soldat d'être courageux ? Si je lui dis, est courageux, quand tu décides d'être courageux, tu t'autodétermines complètement. Comment je fais pour qu'un soldat, par exemple, soit plus maître de l'ouverture du feu si je ne lui apprends pas un certain nombre de règles et si je ne postule pas que dans sa conscience de soldat, il va les assimiler et qu'il sera capable de les restituer. Donc je suis quand même bien obligé d'admettre qu'il progresse en appliquant un certain nombre de règles, à condition que ces règles, comme dirait la philosophe Simone Veil, soient connues et comprises. Voilà. Donc je ne développe pas plus pour toujours gagner un peu de temps. Et donc j'en arrive à ma conclusion. En fait, en introduction, je vous avais un peu promis de naviguer entre valeur et vertu, parce que quand je dis valeur droit et valeur devoir, finalement, valeur devoir, si vous avez bien suivi mon exposé, ça finit par dériver vers vertu. Voilà. Donc, je pourrais m'en sortir en disant que la valeur est le point à atteindre quand la vertu est le moyen d'y arriver. Voilà. Elles ne sont pas théoriques, elles se forgent, elles sont incarnées, elles sont stimulées par l'environnement d'une violence croissante et qui est mon sujet principal d'inquiétude et d'étude comme officier général. Et je pense qu'elles sont profondément empreintes d'une haute conception de la dignité humaine, c'est à travers une haute idée de la liberté et une haute idée de la justice, et dont le paroxysme, c'est la maîtrise de la violence. Voilà. Je n'ai pas rattrapé le temps. J'ai
bouffer un peu du temps. Merci beaucoup, Général, pour cet exposé qui, je pense, aura touché beaucoup de gens dans la salle parce qu'avec toutes les expériences que vous nous avez relatées, on est rentré quand même dans le quotidien de nos soldats et dans les interrogations qu'ils peuvent porter.